Bienvenue à la capsule numéro 3 dans laquelle on va compléter les numéros 6 et 7 de votre cahier de l'élève. La consigne du numéro 6 va comme suit. Lis les pages 4 à 7 de ton cahier d'exercice réseau pour mieux comprendre en quoi consiste un texte explicatif et en apprendre davantage sur les différents procédés explicatifs importants. Donc, je vais premièrement t'inviter à faire la lecture des pages 4 à 7 au complet par toi-même. Par la suite, tu pourras revenir à la capsule, on va relire la page 6 ensemble, donc celle sur les procédés explicatifs, juste pour être certaine que ce soit bien saisi, puis pour rajouter des petites précisions. A few moments later. Alors nous voici de retour à la page 6 où on va regarder ensemble les 5 procédés explicatifs qui sont les plus fréquemment utilisés. Le premier dont on parle dans le manuel, c'est la définition et on en dit ceci. La définition résume un mot, une idée ou un concept, souvent à l'aide de termes génériques ou de termes spécifiques. Juste en dessous, on peut voir un très bon exemple de l'utilisation d'un terme spécifique. Effectivement, on va venir décrire le phénomène pour débuter, puis ensuite on va tout simplement mettre un nom sur le dit phénomène. Le deuxième phénomène, c'est la comparaison, et on dit de celle-ci qu'elle relie deux réalités qui ont des points communs ou des différences à l'aide de termes comparatifs ou distinctifs. Effectivement, dans l'exemple en dessous, on peut voir qu'on trace des points communs entre la forme de la caldeira et celle d'un cratère. On aurait pu aussi utiliser d'autres termes pour tracer cette ressemblance-là. On aurait pu utiliser par exemple la caldeira est semblable à un grand cratère, elle rappelle un grand cratère, elle s'apparente en forme à un grand cratère. Ensuite, on peut faire appel à l'exemple pour renvoyer à un être, un objet ou un événement qui représente concrètement une idée ou un concept. On peut voir dans l'exemple juste en dessous qu'en choisissant une île précise pour représenter un concept plus grand, ça donne une meilleure idée au lecteur de ce dont il est question. La reformulation, quant à elle, reprend une idée dans un vocabulaire différent à l'aide de paraphrases ou de synonymes, parfois induits par autrement dit, c'est-à-dire, etc. Bref, reformuler, c'est utiliser des mots différents pour parler d'un même concept. Donc, on vient ajouter des informations, on les donne différemment. Ça donne plus de chance au lecteur de bien comprendre. Finalement, avec l'illustration, on synthétise les informations du texte où on présente un complément d'information à l'aide d'un tableau, d'un graphique, d'une image ou d'un schéma. Dans l'exemple en dessous, il y a plusieurs éléments intéressants auxquels on peut s'attarder. Premièrement, l'image qui a été choisie représente bien le concept. Ça permet au lecteur de se faire vraiment une description visuelle de ce dont on parle. Ensuite, il y a une petite description qui vient expliciter ce qu'on voit dans l'image. Et finalement, on voit apparaître à la droite de l'image la source d'où elle provient. Bref, ce qu'on doit retenir de notre lecture, c'est que d'utiliser des procédés explicatifs, ça permet d'enrichir la qualité de nos explications. Effectivement, plus on varie nos méthodes, meilleures sont nos chances que le concept qu'on explique soit bien compris par le lecteur. Ensemble, on va maintenant compléter le numéro 7 du cahier, soit une fiche sur laquelle sont listés les différents éléments importants qui devraient se retrouver dans un article de vulgarisation scientifique. Cette fiche-là, garde en tête qu'elle pourra te servir comme aide-mémoire lorsque viendra le temps de composer ton plan d'article à la dernière activité. Comme on en a fait l'observation dans une des activités précédentes, dans les articles de vulgarisation scientifique, c'est bien important qu'il y ait un titre. Donc, on va compléter comme suit. Le titre présente clairement ce dont il est question dans le texte. De plus, on doit trouver un chapeau dans le texte. Celui-ci présente clairement le phénomène dont il est question. On y explique l'importance du sujet et on le problématise. Ensuite, on doit retrouver une question. Cette dernière peut être soit implicite, c'est-à-dire sous-entendue, ou bien elle peut être explicite, c'est-à-dire écrite textuellement telle que telle dans le texte. L'introduction, elle est facultative comme vous pouvez voir, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà un chapeau qui agit un peu au même titre. Par contre, si on veut rajouter des informations quant au qui, quoi, quand, où et comment, on pourrait rajouter une petite intro. Pour ce qui est du choix des informations, c'est tout simplement d'y aller avec le gros bon sens. Donc, les informations présentées doivent être en lien avec le sujet qui a été choisi, évidemment, et elles doivent être bien mises en contexte, vulgarisées et adaptées pour le destinataire du texte. Parce qu'évidemment, si on parle à un adolescent, un enfant,
ou un adulte, on n'utilisera pas les mêmes mots, pas les mêmes exemples parce qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances de base. Lorsqu'on pense à l'organisation du texte, soit à sa structure, il y a plusieurs petites choses qu'on doit observer. Premièrement, les informations présentées doivent être divisées en paragraphes selon le thème ou la chronologie pour que ce soit logique. Ensuite, l'article de vulgarisation scientifique doit comporter des intertitres, en tout cas peut comporter des intertitres s'il est assez long. Ensuite, l'article comporte des images illustrant les propos du texte. Et finalement, les transitions entre les paragraphes sont fluides et articulées par des connecteurs. Le prochain point sur notre liste, c'est la neutralité. Effectivement, dans la mesure du possible, le texte devrait être neutre et exempt de marque de modalité. Ça veut dire que l'opinion de l'auteur ne devrait pas être reflétée dans l'article, puisque son travail, c'est tout simplement de nous informer et non de nous influencer. Ensuite, comme on en a déjà parlé précédemment, c'est important qu'il y ait présence de sources. Effectivement, les informations tirées d'autres articles scientifiques doivent être identifiées et les sources doivent être citées en note de bas de page. Aussi, pour être certain que notre information est de qualité, on doit s'assurer d'utiliser des sources qui sont fiables et valides. Finalement, dans un article de vulgarisation scientifique, on devrait retrouver une conclusion. Dans celle-ci, on devrait faire soit une ouverture ou un rappel de la pertinence du sujet de l'article. Les deux dernières catégories sur notre fiche, soit la cohérence textuelle et les compétences langagières, ont une importance aussi grande, peu importe le type de texte. Effectivement, qu'on soit dans un texte explicatif ou dans tout autre genre de texte, il est important que les temps verbaux soient adéquats et cohérents en fonction de la situation de communication, que l'information soit cohérente et pertinente, et que l'article de vulgarisation scientifique ou tout autre type de texte respecte les règles de l'orthographe, de la syntaxe et de la ponctuation. C'est donc ainsi que se termine la capsule numéro 3. Je t'invite à aller faire les numéros 8 et 9 du cahier de l'élève maintenant. Le numéro 8 étant « Lis les pages 198 à 200 de ton cahier d'exercice réseau pour te rafraîchir la mémoire au sujet de la coordination de phrases ». Et le numéro 9 « Remplis le tableau suivant à l'aide du texte « Pourquoi les films catastrophes sont-ils de plus en plus populaires ?» aux pages 7 et 8 du cahier de l'élève. Aide-toi des tableaux de théorie des pages 198 à 200 de ton cahier d'exercice réseau. On se retrouve dans la capsule 4 pour en faire la correction. Bye!